tous de l'épisode de 330 avec mes petits camarades, puisque ce sont les mêmes que pour l'épisode 330 que vous avez peut-être vu, ou pas encore, n'hésitez pas à aller le regarder si ce n'est pas encore le cas. Vous allez tout comprendre avec Xavier et avec Sébastien. Bonjour messieurs, nous avons devant nous un petit peu moins de 15 minutes maintenant pour parcourir ensemble une certaine actualité toujours, technologique toujours, ou web peut-être, 15 minutes donc pour ces news qu'on n'a pas mis dans l'épisode classique parce que voilà, il n'y a pas la place et donc on va en parler ensemble maintenant. On va commencer avec Seb, si tu veux bien Sébastien, on va parler de Amazon Web Services qui se base sur Fedora pour sa nouvelle distribution Linux. Ça a un petit peu tweeté cette semaine entre toi et l'autre Sébastien à ce sujet. Oui, et coucou Sébastien, si tu nous écoutes, c'est la news qui m'a fait le plus plaisir cette semaine, parce que je le revendique, j'adore les Fedora, j'étais un grand fan de Red Hat dans les fins des années 90, excusez-moi, on voit les cheveux gris, je suis vieux. Et, moi je croyais que ça datait du début de les techno. Les cheveux blancs, c'est les gosses. Et donc, effectivement, Fedora, ça fait très 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 longtemps que j'utilise des Fedora. Contre tous les avis de tout le monde parce que tout le monde jurait par d'autres distributions sur les serveurs et personnellement j'adore Fedora pour plein de raisons. Justement une des premières raisons c'est le fait que c'est des versions qui sortent en permanence, il y a des nouvelles releases, c'est pas une rolling release, c'est assez récent le principe ça, ils en ont une, mais ça t'oblige à avoir un certain suivi de tes machines, et ça c'est quelque chose que je reproche à pas mal de personnes qui disent oui je vais taper une CentOS ou une Ubuntu et compagnie, et puis ça fonctionne pendant 20 ans, ouais ok coco, mais tu dois mettre à jour tes machines, parce que si elles sont connectées sur le réseau, demain c'est des zombies, et tu vas te faire attaquer dans tous les sens, et je connais plein de petites boîtes en Belgique qui se retrouvent avec des serveurs qui ont 5 ans, qui ont jamais eu un update de sécurité. Ils disent ouais mais je suis sur un truc stable. Ouais t'es un truc stable, ok, mais c'est ouvert dans tous les sens. Il y a plein de failles de sécurité. Et Fedora te permet d'avoir toujours cette dernière version. Et honnêtement, ils ont une réputation sulfureuse parce qu'au début quand tu faisais une mise à jour, bah, tout était pété. Où tu faisais un update et le nouveau paquet compatibilité, ben rien à foutre, c'est la dernière qui prime, et ça fait des années maintenant que tu passes d'une Fedora à une autre, que tu fais un update. Je suis même sur mon laptop avec une Fedora et je vais chercher les updates en testing. En un an, j'ai eu une fois un paquet qui m'a posé problème, j'ai dû faire un rollback, et le rollback c'était facile, j'ai rebooté, j'ai fait un rollback sur le dernier update, et ma machine elle a rebooté. Donc c'est d'une facilité sans nom. Et donc tout ça pour en venir sur quoi? Sur Amazon, parce que d'abord je défends mon petit bébé, le Fedora, c'est qu'effectivement Amazon a longtemps essayé d'avoir une compatibilité Red Hat pour avoir justement cette cette mise à jour possible sur du long terme, sécurité et compagnie. Red Hat est vraiment une des références en la matière, plutôt entreprise donc. Et en fait ils ont abandonné Red Hat pour aller sur la Fedora qui en fait la version communauté d'un Red Hat, donc ça en est très très proche dans l'esprit et dans l'architecture. Et ils ont décidé de faire une AL 2022, une distribution stable. Donc c'est pas la Fedora, c'est une distribution stable qui sera supportée jusqu'en 2027. Donc eux vont continuer à patcher et à suivre le truc jusqu'en 2027. De nouveau, hein, c'est pas parce que tu mets une distribution stable avec une version aujourd'hui que tu ne dois pas faire tes updates. Ces updates, c'est important. Il y a des patchs quasi tous les jours, il faut le faire. Et si 2 fois par an, tu es obligé de t'asseoir avec ton équipe technique et de faire tous tes updates pour dire ok là c'est bon, on fait un gros update parce que c'est le moment, c'est ce que t'oblige plus ou moins Fedora. Je pense que c'est un minimum dans le secteur. Voilà, ça c'était mon petit coup sur Fedora. Donc je trouve, merci Amazon, merci de faire ça sur Fedora, j'adore le principe. Donc en gros, si je résume très très fort, hein, donc distribution Fedora au départ 2022, et puis c'est Amazon qui va garantir le bon fonctionnement jusqu'en 2027, et là il y aura d'autres choix qui se feront à ce moment-là, mais c'est le point de départ, ça reste Fedora, et voilà. Est-ce que c'est pas aussi un petit argument marketing justement pour toucher les gens comme toi? Non, je pense que c'est un choix dans les distributions. Au contraire, je pense pas, non. Ouais, non, dans les distributions, si tu voulais une distribution orientée serveur, t'aurais pas pris une Fedora. Ouais.
Donc le choix est plus risqué là-dessus. Par contre, si tu veux les toutes dernières releases pour pouvoir supporter, excuse-moi, parce que Fedora prend les tout derniers kernels, les toutes dernières optimisations, et tu veux que tes machines dans les data centers, elles soient optimisées et que t'es pas un truc qui consomme à mort pour une connerie, Fedora aujourd'hui est vraiment une des plus efficaces. D'accord. Est-ce que c'était un reproche qui avait été fait par un de nos auditeurs sur Twitter justement cette semaine, et qui disait c'est peut-être pas le truc le plus malin parce qu'avec toutes ces mises à jour, c'est pas voilà machin etc. Et donc Sébastien, notre Sébastien est sorti du bois. Sébastien qui au moment où nous enregistrons cet épisode est à Las Vegas au reInvent, la grand-messe d'Amazon Web Service. Il a suivi ça de près. Il nous en parlera peut-être dans un prochain épisode. Qui sait quoi qu'il, on peut passer à la suite avec Xavier pour nous parler d'une pénurie de puces électroniques. Ça, on la connaît, on sait. D'ailleurs, ça touche à peu près tous les secteurs où il y a un peu de technique, de l'automobile au lave-vaisselle. Ça risque de se prolonger, manifestement. Oui, donc c'est une news qui m'a interpellé puisque je suis concerné moi-même. Mais donc c'est Deloitte ici qui annonce une pénurie de semi-conducteurs jusque début 2023. Donc on pensait d'abord que ça devait s'estomper en 2022, mais ici apparemment Deloitte annonce que ça devrait se prolonger un petit peu. Il parle de délais de 10 à 20 semaines en général pour plusieurs types de puces. Alors c'est malgré tout moins grave qu'actuellement parce que ça va concerner principalement les puces les plus avancées, même si ce sont aussi les plus demandées et les plus difficiles à fabriquer. Et Deloitte estime que des sociétés de capital risque vont investir plus de 6 milliards de dollars dans les sociétés de semi-conducteurs. Donc il y a des opportunités qui vont se créer suite à cette augmentation de la demande de semi-conducteurs. Et la grande gagnante de cette pénurie et de ces opportunités, ça va probablement être la Chine, où il y a quand même une grosse production. Il faut arrêter de penser que la Chine est un pays où il y a beaucoup de choses qui se font mal et pas cher. C'est vrai pour une partie, mais c'est aussi un pays qui peut être à la pointe de la technologie dans certains secteurs, et il faut en être conscient et pourquoi pas même en avoir peur, parce que on devrait un petit peu essayer de moins dépendre de pays comme ça pour certaines productions, quoi. On voit aujourd'hui qu'il y a des voitures, par exemple, qui sont livrées avec des compteurs maintenant de nouveau analogiques parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer les puces électroniques. Donc il y a toute une partie de l'industrie européenne ou américaine qui dépend entre autres de la Chine, et donc c'est peut-être aussi l'occasion de se réinventer un petit peu et de moins dépendre de cette grande nation. C'est une dépendance dont on a déjà parlé dans les technos et dont on parlera encore, évidemment. Tu parles des voitures, on parle des voitures électriques. Quand on sait que la majorité des batteries aujourd'hui sont fabriquées en Chine, alors que la technologie vient de chez nous, quelque part, ça porte à réfléchir aussi. Il est temps il faut créer, quoi. Il faut commencer à remonter les usines, etc. Enfin, voilà, c'est Sébastien. Ouais, je me mettais à réfléchir et c'est quand même étrangement concomitant le fait qu'il y ait plus de puces et qu'on soit tous vaccinés contre le Covid avec un truc 5G dans le bras. Enfin, oui. Je veux rien dire, je veux pas créer de complot, enfin, truc complotiste, mais c'est quand même franchement concomitant, hein. Oui. Si on arrêtait de les mettre dans les vaccins. Oui. on va. Oh là là, c'est pour rire. Je le dis à Monsieur YouTube qui écoute tout ce qu'on fait. C'était pour rire. Il a pas voulu dire ça. Il y croit pas lui-même. Hein, dis que c'est une blague. Non. J'imagine, tu fais le compte. Ouais, c'est énorme le nombre de au défi gaspillé. C'est ça. Continue à mettre au défi le machine learning de chez YouTube. Allez, tu vas prendre la parole, mais pour dire des choses intelligentes, ça va te changer. Tiens, on va parler de Snapdragon. De Snapdragon, c'est parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et Razer, voilà, qui s'associe. Ouais, c'est une alliance inattendue qui vient d'annoncer un truc.
c'est un développeur kit, hein, donc c'est pas un truc que vous allez pouvoir trouver dans le commerce aujourd'hui. Le but est vraiment du coup de proposer les choses à d'autres marques ou à ceux qui ont envie de créer leur console sur base de ça. Donc on risque d'en avoir beaucoup de déclinaisons. Et donc c'est un kit de référence en disant voilà, avec le matos de l'un et de l'autre, ce qu'on sait faire comme étant un truc qui ressemble en fait à une Switch, hein. C'est un petit peu inspiré, très fort même inspiré de la Switch qui a énormément fonctionné avec donc ce grand écran central et les trucs tactiles. Bon, avant il y a eu d'autres choses avant, hein. Il y a eu des PSP et d'autres, mais ici on surfe sur la bague, ça fonctionne bien pour le moment ce type de console, ça se vend bien, Nintendo fait de l'argent, il y en a d'autres qui en font, et ils disent voilà, on a cette référence, mais nous on veut pas faire une console comme les autres, nous ce qu'on vous propose c'est quelque chose qui est efficace, donc qui permet de faire un bon GPU, un bon CPU, mais avec une puce 5G, donc le but c'est de faire du cloud gaming. C'est pas effectivement de jouer avec tout ce qui est sur ton device, mais de faire du cloud. Et donc là, ce serait compatible effectivement avec une série de services cloud potentiellement. Donc soit GeForce Experience, Stadia, des trucs comme ça. Il y en a un paquet. Voilà, je trouve que la machine est assez sympathique visuellement. Oui, visuellement, c'est joli. Ouais, visuellement, je trouve que ça ressemble pas trop à une Switch. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble à une manette d'Xbox qu'on a fortement étirée et sur laquelle on a placé un écran au milieu, quoi. Mais... Oui, et qu'on s'est assis dessus et qu'on a... ça fait donc qu'on est quand même très très loin du truc parce que ça n'a pas la même couleur non plus, ça n'a pas la même odeur. Bref, voilà. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Snapdragon pour l'instant avec cette nouvelle gamme de processeurs. Je voyais parmi les partages d'infos qu'on avait entre nous, notre ami Benoît qui avait épinglé le fait que ce processeur, enfin l'un des nouveaux processeurs de nouvelle génération était particulièrement qualifié en traitement d'image par exemple, et que donc certains smartphones qui seraient équipés de ce processeur auraient une petite longueur d'avance sur d'autres. Voilà, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Xavier, on termine ce bonus avec toi pour parler d'un appareil photo, justement, on parle d'image, mais un appareil photo de la taille d'un grain de sel. C'est plutôt portable, quoi. Donc ça m'a vraiment surpris. Donc c'est pour moi, c'est en dehors de l'innovation, c'est un exploit. Donc c'est des chercheurs de l'université de Princeton et de Washington qui ont fait un appareil, comme tu l'as dit, de la taille d'un grain de sel, un appareil photo. Il est capable de capturer des images égales à celles d'un appareil qui est des centaines de milliers de fois plus grand que lui. Donc c'est vraiment une prouesse technologique. Il y a évidemment une utilité en médecine, par exemple pour faire des auscultations ou autres, aussi pour améliorer des micro-robots, hein, puisque le poids... On avait parlé à une époque, je crois que c'est justement l'autre Seb qui avait repris une news avec un scarabée là, qui était capable d'aller faire des fouilles. Je sais plus si c'est Seb ou... Peu importe, mais on en avait parlé. Mais bon, voilà, qui en avait parlé. Donc ça m'a épaté parce qu'en fait ils ont quand même dû faire face à des problèmes d'optique classique. Donc dans l'optique classique, on assemble des éléments pour recueillir la lumière d'une scène. Il faut corriger la réfraction pour obtenir une image qui est cohérente. Il y a une autre limitation, c'est la focale. Donc c'est la distance entre les différentes lentilles optiques et le capteur de l'appareil qui du coup génère une taille d'appareil qui est plus grande. Donc ils ont dû pallier à ça. Pour pallier à ça, ils utilisent ce qu'on appelle des métasurfaces. Alors il y a un paragraphe assez long à lire. Je suis pas un spécialiste là-dedans, donc je vais vous laisser aller lire la source pour comprendre ce qu'est une métasurface. Mais en amont de ça, il y a également un traitement qui est fait par un modèle informatique qui va automatiser l'ajustement de toutes ces petites antennes qui composent le capteur. Et en aval, il y a une production, en aval de la production d'images, les scientifiques utilisent également un algorithme de reconstruction d'images pour optimiser tout ça. Donc il y a
d'une part la solution elle-même, qui utilise une nouvelle approche, un traitement au début, avant la capture, et un traitement après la capture qui fait à ce qu'on arrive à cette production avec un coût inférieur à celui des objectifs de caméra conventionnels. Ceux qui s'intéressent au sujet iront regarder sur notre site lestechno.be parce que toutes les sources sont là, je tiens à le signaler, donc vous pourrez aller un petit peu plus loin. Il ne reste que 20 secondes. Sébastien veut rajouter un truc, j'espère que ce sera drôle. Ce sera super cool. Je suis vraiment très étonné que Xavier nous parle d'un grain de sel. J'aurais plutôt pensé qu'il allait nous faire la taille d'un grain de riz. Par exemple, mais c'est beaucoup plus grand que... C'est des milliers de fois plus petit qu'un grain de riz. Oui, c'est ça, c'est encore plus petit, effectivement, mais c'est passionnant. À suivre donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci à tous les deux, merci Xavier, merci Sébastien, on se redit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres également.